les événements en France. Je vous le disais, cette course aux impôts supplémentaires. On verra ce qu'il en est des recettes un peu plus tard. Selon le relevé de Bercy, les députés à ce stade ont voté au gré d'alliances mouvantes plus de 40 milliards d'impôts supplémentaires pour l'année prochaine. On rappelle que le gouvernement, à lui seul, avait un projet qui contient déjà environ 14 milliards d'euros nets de hausse de recettes. Monsieur le député, que dire à ceux qui, en regardant ces chiffres, se diront, voilà, c'est le grand parti de l'impôt, c'est Alibaba et les 40 milliards qui est lâché. D'abord, vous avez dit que c'était le chiffre de Bercy, ce n'est pas le chiffre qu'a mentionné la ministre en charge des comptes publics devant les députés, puisque notamment, elle considère comme inopérant l'une des impositions qui est la taxation des multinationales qui, vous savez, consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux et privent tous les pays du monde de 20% du produit de l'impôt sur les sociétés. Donc on est en réalité au-delà de l'affichage, je comprends qu'ils puissent saisir, bien en deçà de ce qui est affiché. Moi, je voudrais simplement rappeler la philosophie de ce que nous essayons de faire. On n'a pas le fétichisme de l'impôt. On a en revanche l'exigence de la justice fiscale. Et c'est un débat qui a été engagé toutes ces dernières semaines et auquel, en réalité, dans les mois et les années à venir, mais même dans les semaines qui viennent, personne n'échappera. Est-ce qu'il est juste que mon boulanger, à Montagne ou Aire-sur-Adour, chez moi, dans les Landes, paye plus d'impôts sur les sociétés que Total ou L'Oréal? Non. Est-ce qu'il est compréhensible que votre voisin, nos voisins, partout en France, dans nos villes et nos villages, ait un taux d'effort fiscal supérieur à celui de M. Bernard Arnault? Non. Et la réalité, c'est que nous voulons mettre de la justice fiscale parce que c'est un principe élémentaire des démocraties libérales. Les parlements ont été conçus pour consentir à l'impôt et nous sommes évidemment dans cette problématique-là. Pour être très précis, monsieur le député, et je passerai la parole évidemment à Arlette Chabot et à Renaud Girard sur ce sujet, mais cette question encore très concrète, est-ce que vous espérez encore en matière de justice fiscale, comme vous dites, davantage puisqu'il y a une forme de négociation avec ce gouvernement, davantage? Oui, je l'espère. Je l'espère parce que c'est nécessaire. Pourquoi recherchons-nous des efforts budgétaires supplémentaires, des efforts fiscaux supplémentaires pour celles et ceux qui le peuvent parce qu'ils participent en réalité pas justement à l'effort de solidarité nationale? C'est que nous voulons épargner aux Français qui n'ont que les services publics, que leur travail pour vivre, les efforts d'économie qui leur sont demandés. Ce que nous ne prenons pas à ceux qui peuvent consentir à cet effort supplémentaire, nous le demanderons, ou le gouvernement entend le demander, à celles et ceux qui n'en peuvent plus et qui ont déjà fait des efforts considérables. En clair, ça veut dire que l'impôt sur la fortune improductive, qui pour l'instant, si je ne m'abuse, en tout cas à ce stade-là, a été soutenu par vous, par le RN et par le MoDem, pour vous peut être plus haut que ce qui est prévu? Je crois qu'on peut aller au-delà, on peut introduire la progressivité notamment de cet impôt. On peut en effet améliorer ce dispositif. Je le crois, il y a encore un débat qui n'est pas achevé sur la partie recette. Il y a ensuite, vous savez, la navette parlementaire et le retour après le Sénat. Donc vous espérez davantage dans ce domaine-là? J'espère plus de justice. Pourquoi? Mais parce qu'on pourra rentrer dans les considérations très concrètes. Arlette Chabot. Oui, parce qu'il y a un moment où on s'interroge quand même sur votre stratégie. Vous aviez dit, s'il n'y a pas de taxe Zuckman, hop, censure. S'il n'y a pas de vote de la taxe Zuckman revue et amendée par vous, on ira à la censure. Et puis vous êtes toujours là, vous continuez à discuter, vous mettez d'autres exigences sur la table. Donc on se demande si au bout d'un moment, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez décider? Quel moment vous allez décider ou non d'appuyer sur le bouton stop? Et on se dit, ils se sont piégés eux-mêmes. Je ne crois pas qu'on se soit piégés, parce que, Madame Chabot, regardez la situation dans laquelle nous sommes maintenant depuis plus d'un an. Nous sommes dans un Parlement sans majorité. Nous avons plus de 49,3 aujourd'hui, c'est-à-dire une exigence nouvelle faite aux parlementaires de chercher des compromis, de chercher amendement par amendement, article par article, texte par texte, des majorités. C'est très difficile, c'est très exigeant. Quelles règles les socialistes se sont données depuis maintenant plusieurs mois, avec M. Barnier, avec M. Bayrou et maintenant avec M. Lecornu? C'est d'être une opposition utile aux Françaises et aux Français. Tout ce que nous pouvons épargner aux Français, tout ce que nous pouvons obtenir en plus pour eux-mêmes, pour les services publics, nous allons le chercher de façon déterminée et exigeante. Regardez, depuis la chute de M. Bayrou, il y avait la suppression de 2 jours fériés. Il n'en est plus question. Est-ce que vous pensez que c'est indifférent au rapport de force que nous avons engagé et à la recherche d'un compromis? Non, c'est le fruit aussi de cette bataille au bénéfice des Français. Il y a le gel du barème, on est revenu sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu, qui allait faire rentrer plusieurs centaines de milliers de Français dans l'impôt. Nous les avons épargnés. Les impôts n'augmenteront pas
pour tout le monde sur l'impôt sur le revenu. Le Premier ministre a dit qu'il y aurait, je crois, 1 milliard de plus sur le budget de l'hôpital, alors que la tarification telle qu'elle est là conduit à des restrictions supplémentaires sur l'hôpital. Est-ce que c'est suffisant ? D'évidence. Mais vous êtes content quand même, mais vous dites jamais en même temps, mais c'est bien, ça progresse, on est dis que content. je suis content à chaque fois que j'obtiens des choses pour les Français. Quand, à force de rapport de force, nous obtenons que les pensions qui devaient être gelées soient dégelées, que les minima sociaux qui devaient être gelés ne le soient plus, je dis que nous avançons et que notre cause est juste. Et je le fais dans un moment particulier, c'est notre deuxième exigence. Si le débat parlementaire ne produit rien, en substance, si ceux qui exercent le pouvoir, et qui pourtant ont été battus il y a 1 an, ne cèdent rien d'une politique qui a été sanctionnée, qui nous a conduits dans cette impasse. Si les oppositions républicaines qui négocient âprement, durement pour les Françaises et les Français n'obtiennent rien, eh bien, les Français seront fondés à dire qu'ils veulent non seulement changer de majorité, mais probablement, face à cette impuissance parlementaire, à changer de régime. Et vous avez bien compris que je ne le veux pas, que je ne veux pas céder aux bonimenteurs du Rassemblement national, aux ennemis mortels de la démocratie. Vous votez parfois avec eux, je me permets de souligner, notamment dans cet impôt pour la fortune improductive. Ils sont libres de leur... On peut dire dans les deux sens, monsieur Vallaud. Ce sont eux qui votent avec vous, ou vous qui votez avec eux. Parce que nous ne votons jamais ni un amendement, ni un article, ni une proposition de loi, ni une résolution du Rassemblement national, à la différence d'autres qui pourtant ont été élus dans le cadre du Front républicain. Monsieur le député, vous avez face à vous Renaud Girard. Je ne sais pas si vous connaissez assez Renaud Girard. Assez, sans doute jamais assez. Vous avez face à vous quelqu'un qui, plateau après plateau, dit vous faites une erreur, pas seulement de chiffres, de techniques, etc. Une erreur fondamentale sur l'impôt qui est de vouloir corriger les inégalités. Et dit Renaud Girard, c'est une sorte de faute, disons, presque philosophique de la philosophie de l'État. Alors, bonsoir, monsieur le député. Oui, effectivement, deux remarques. La première, c'est est-ce que vous n'êtes pas en train de, par votre folie fiscale, de tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire les riches qui pondent des œufs d'or en France pour payer les impôts, alors que vous avez adopté, en tant que socialiste, la liberté de circulation des biens et des capitaux et des hommes en Europe, et donc ils peuvent très bien aller très facilement en Italie pour ne plus payer toutes ces augmentations d'impôts. Donc c'est la première question. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tuer la poule aux œufs d'or ? Alors réponse là-dessus peut-être. Est-ce que c'est à l'État, par l'impôt ? Alors réponse là-dessus, Renaud Girard, sérieux là-dessus, sur le risque que les riches partent en gros. Qu'on tue la poule aux œufs d'or. Il se trouve qu'aujourd'hui, les choses sont assez bien documentées, qui nous permet de considérer que quand on augmente l'impôt sur les grandes fortunes, sur les grands patrimoines, il n'y a pas d'exil fiscal massif. C'est très parfaitement documenté en France et dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc il faut solder ce fantasme. Par ailleurs, face à ce risque-là, nous avons voté ce qu'on appelle l'exit tax, c'est-à-dire l'impossibilité de, s'exiler fiscalement à la faveur de la recherche d'un contournement de l'impôt. En 81, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Non, c'est pas vrai. En 81, peu sont partis en réalité. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas sur une proposition qui était confiscatoire. Si je dois revenir sur la taxe Zuckman, c'était 2% sur un patrimoine qui, en moyenne, augmente à un rendement de 6 à 7%. C'est-à-dire qu'en réalité, les riches auraient continué à être de plus en plus riches. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est celle de la justice fiscale. Est-ce qu'il est normal que le taux d'effort fiscal de celui qui rentre dans la première tranche de l'impôt sur le revenu soit supérieur aux milliardaires ? Je dis que ça n'est pas juste et que ça pose un problème démocratique. Donc là, pour le coup, de philosophie. Alors là, je voudrais vous répondre là-dessus. Est-ce que l'impôt ne sert pas en fait à financer la machine de l'État, et que ce qu'on demande à l'impôt, c'est de l'efficacité et non de la justice. L'État, par son impôt, c'est pas Dieu qui va rétablir la justice entre les conditions, si vous voulez. Et est-ce que vous n'allez pas beaucoup trop loin dans votre volonté égalitariste de mettre tout le monde à peu près sur le même niveau par l'impôt, et le résultat, c'est toujours de faire fuir les gens. Vous savez, quand vous payez plus de 60% de ce que vous gagnez, vous avez envie de partir. Je veux dire, ce que vous dites ne tient pas sur le plan pratique. Il n'y a jamais eu autant de pauvres en France, autant de milliardaires en France qu'aujourd'hui. C'est une réalité statistique objective. Est-ce que c'est juste ? Non. Est-ce que le rôle de l'État
est à la fois de faciliter les conditions de la création de richesse en accompagnant le risque pour ceux qui le prennent, chefs d'entreprise, capitaines d'industrie, d'organiser la redistribution, parce qu'aucun chef d'entreprise, aucun ingénieur, inventeur français peut dire qu'il n'a pas bénéficié de la qualité des services publics, de l'école publique, de l'université, des grandes écoles, de la qualité du système de soins. Tout le monde en est comptable. Et d'ailleurs, j'observe qu'un certain nombre de ceux qui auraient pu être assujettis à la taxe de Gabriel Zucman, qui étaient des start-upers, des gens qui ont monté des licornes, a dit, mais oui, la cohésion sociale, ce que nous avons, ce que notre pays nous a donné, nous voulons le rendre par l'impôt. Eh bien, quand j'entends ça, je me dis qu'il y a un terrain pour prospérer et pour réduire les inégalités. Vous savez que plus les inégalités sont fortes, plus l'efficacité économique, en réalité, est contestée. Et la concentration de la richesse entre peu de mains, ça atteint à la croissance, là aussi. Monsieur le député, les événements aujourd'hui, c'est la conférence sur le travail et les retraites, le marathon du projet de loi de finances de la sécurité sociale, le ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a reçu l'ensemble des partenaires sociaux. Le MEDEF n'en sera pas. Écoutez, monsieur Farandou, sur, dit-il, le bon esprit pour l'instant de tous les Français. Je veux noter l'excellente participation et le très bon état d'esprit de l'ensemble des partenaires sociaux, ou quasiment l'ensemble des partenaires sociaux. Tout le monde a compris que les Français nous regardaient, les Français nous attendent. Ce sont deux sujets majeurs, le travail et les retraites, et nous allons essayer de progresser ensemble sur ces sujets fondamentaux. La réalité qui se passe actuellement, Arlette Chabot, si on regarde ensemble la carte des retraites en Europe, quand la France se compare aux autres pays, évidemment, c'est très frappant. Oui, on part un peu plus tôt et des réformes, et c'est assez intéressant de demander effectivement à Boris Vallaud, parce que comme même dans des pays qui sont aujourd'hui dirigés par des socialistes comme l'Espagne, eh bien, on arrive à décaler comme c'est prévu et que ça a été discuté et avec d'autres gouvernements qui n'étaient pas de la même couleur politique, un report de l'âge de départ à la retraite et on arrive à 65, 66 ans, on le voit 7 mois. Donc pourquoi on n'arriverait pas demain à trouver, au fond, un système en France automatique, comme ça se fait dans d'autres pays, où en fonction de l'allongement de la durée de la vie, d'espérance de vie, on a automatiquement un report de l'âge de départ à la retraite. Mais madame, vous inventez la réforme Touraine qui avait été votée sous François Hollande. Ouais. Il y avait un partage des cotisations qui prenait, enfin des trimestres, pardon, excusez-moi, qui bénéficiaient qui prenaient en compte pour une part l'allongement d'espérance de vie, un allongement d'espérance de vie qui ne progresse plus. Là, vous parlez de l'âge légal de départ à la réalité, c'est l'âge de liquidation. Vous devriez comparer l'âge effectif auquel les retraites sont prises et le niveau des pensions. Et là, vous apercevrez qu'en réalité, il y a une moyenne européenne qui nous rapproche beaucoup les uns des autres. Et donc, la comparaison, je crois, serait moins nette et moins caricaturale, du coup, que ce que vous avez présenté. Vous savez, nous, ce que nous défendons âprement, c'est la prise en compte notamment des carrières longues, des carrières pénibles. Nous prenons en considération la carrière des femmes, les retraites des femmes, les carrières hachées. Et la réforme qui a été votée par Mme Borne, imposée par Mme Borne, sans vote en réalité des parlementaires, elle est à la fois une injustice sociale faite à ces catégories de travailleurs, mais elle est aussi une brutalité démocratique. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, les partenaires sociaux réunis, vous avez mentionné, mais vous êtes passé très vite, que je comprends bien, parce que je n'ai pas suivi exactement ça, j'étais dans l'hémicycle, que le MEDEF n'y participait pas. Mais c'est un problème que le MEDEF n'y participe pas. Je vous rappelle que le MEDEF a mené une campagne absolument considérable contre non seulement la taxe Zucman, mais la mise à contribution des grandes entreprises, des grands patrimoines, dont la CPME et l'UDP, c'est-à-dire les entreprises de taille moyenne et les artisans et les commerçants, se sont désolidarisés, considérant que ça n'était pas leurs affaires et qu'ils en avaient assez de payer 50% d'IS en plus par rapport aux très grandes entreprises. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une responsabilité éminente du patronat qui doit se poser la question au même titre que nous-mêmes. Est-ce que nous avons fait assez pour en être là où nous en sommes, c'est-à-dire un pays prêt à des aventures qui sont catastrophiques? Que répondez-vous sur le Parti socialiste, monsieur le député? Allez-y, je suis dans le Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste français, qui est un parti social-démocrate, qui était le parti de Jacques Delors, pourquoi est-ce que ce
parti, un jour, ne pourrait pas devenir un peu responsable, comme l'a été, par exemple, le Parti social-démocrate, socialiste également, allemand, avec les réformes Hartz, promues par le chancelier En Allemagne, oui. C'était très loin. Et c'est pas du tout Merkel, la femme de droite, elle a fait aucune réforme, elle. C'est le chancelier Schröder qui, très courageusement, il a d'ailleurs perdu son mandat pour cela, mais très courageusement, a fait les réformes dont l'Allemagne avait besoin. Et c'est d'ailleurs pour ça que les comptes publics allemands, et vous les connaissez parfaitement, sont dans une bien meilleure forme que les comptes publics français. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être responsable? Non, mais c'est amusant, mais rétablissons aussi quelques vérités historiques. L'agenda de réforme de Gerhard Schröder est concomitant au mandat de Premier ministre de Lionel Jospin. Lionel Jospin avait refusé ces réformes. Il a eu sans doute l'un des taux de croissance et de création d'emplois les plus importants de toute l'Europe à cette époque-là. Il est celui qui a réduit la plus fatale à la France, les 35 heures. Oui, mais ça c'est votre opinion. Vous pensez que c'est pas une erreur, d'accord. Là aussi, regardez le temps de travail effectif des pays européens, et nous sommes dans la moyenne des pays européens. Là où nous avons une difficulté, c'est que nous n'avons plus de gain de productivité, ce qui était l'avantage de la France. Boris Vallaud, à l'arrivée, le désastre des comptes publics, évidemment, le désastre des comptes publics. Vous voyez ce qui se passe en Allemagne, qui, eux, en bons Européens, respectent tous les critères de Maastricht. Mais Darius Rochebin, je vais vous dire une chose. Les deux seules périodes durant lesquelles les déficits sont réduits, c'est sous Lionel Jospin et c'est sous François Hollande. En 2017, quand Emmanuel Macron prend ses responsabilités, nous ne sommes pas loin des 3% de déficit. Et par ailleurs, la protection sociale, c'est-à-dire le grand périmètre, est excédentaire. Voyez où on en est aujourd'hui? Donc, les responsables, si vous devez les chercher, ils sont socialistes. Les irresponsables, ils sont peut-être en train de gouverner aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, il est tout à fait sûr que beaucoup d'hommes depuis 1986, dirigeants de la droite, ont beaucoup dépensé, y compris Sarkozy, mais est-ce que l'irresponsabilité financière de la droite vous autorise, vous, socialistes, à être encore plus irresponsable? C'est la question que je vous pose. Pourquoi finalement vous ne seriez pas plus sage, comme était Willy Brandt? Vous dites on est plus irresponsable, mais sur quoi vous fondez? Je vous dis que les deux seules périodes dans lesquelles il y a eu des réductions des déficits, puisque c'est ce que vous évoquez, c'est la gauche. Donc l'irresponsabilité, qui est comptable de la situation dans laquelle nous sommes, des 1000 milliards? On vous entend dire qu'il faut augmenter les impôts, mais on ne vous entend pas du tout, vous parlez depuis 20 minutes, de dire qu'il faut couper dans les dépenses. C'est quand même assez flagrant. Alors d'abord, si vous aviez regardé de près le budget que nous avons présenté, il y avait 7 milliards d'économies. Par exemple, sur la protection sociale, il y a un travail qui est fait notamment par les partenaires sociaux, qui s'appelle Charge et Produit, formule un certain nombre de propositions que nous avons repris à notre compte. Donc, nous avons fait des propositions. Vous avez évoqué la question des entreprises. Vous savez qu'à la fin des années 70, début des années 80, la part des aides directes et indirectes aux entreprises dans le PIB était de 3,5%. C'est aujourd'hui 8,5%. Vous savez qui a financé cette croissance des aides aux entreprises qu'il faut interroger? On a essayé de le faire avec le crédit d'impôt recherche sur la base des travaux de la Cour des comptes. Eh bien, ce sont les impôts des ménages et le déficit. Un mot de conclusion, s'il vous plaît. Et je vous pose la question aussi, Arlette, aussi. J'avais au téléphone tout à l'heure un de vos opposants, mais c'est intéressant d'entendre tous les avis qui disaient une dimension presque humaine aussi, même si la politique ne se résout pas à ça. Mais enfin, M. Faure voit beaucoup M. Lecornu. Je crois qu'il déjeune, il se voit, il discute, et de plus en plus, malgré tout... Je suis souvent avec lui, d'ailleurs. Pardon? Je suis souvent avec lui. Voilà, très bien. Je ne le découvre pas, c'était un scoop. Est-ce qu'il se passe là quelque chose qui fait que petit à petit, quand même, une forme de... Il n'y a pas de plateforme de gouvernement, mais enfin que la censure, de ce point de vue-là, pourrait s'éloigner? Mais... Je veux dire, pour l'instant, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté. Mais votre état d'esprit, j'ai une préoccupation, c'est les Français, c'est la France, oui, mais c'est tout leur le monde, intérêt, tout le monde, ça, c'est leur pouvoir d'achat, personne n'est contre les Français. C'est la qualité des services publics. Et donc, comme disait Blum, je l'espère parce que je le crois parce que je l'espère qu'on arrive à une solution. Est-ce qu'on va y arriver? Quand le Premier ministre dans l'hémicycle dit écoutez, je suis un peu le chef d'aucune majorité, il est Premier ministre parce qu'il était censé avoir le socle le plus large, qu'il assume ses responsabilités. Et il détermine et il conduit la politique de la nation, tout de même. Donc il a des choses à dire, que le dialogue, les discussions soient fluides, sans aucun doute, mais à un moment donné, nous, on pose la question du passage à l'acte, pas pour nous-mêmes. Ouais, il y a une nouvelle menace aujourd'hui. Vous dites, au fond, si le gouvernement, s'il n'y a pas de budget, si c'est trop long, etc., je fais court, ça sera effectivement des lois spéciales ou des ordonnances. Et déjà, vous dites aujourd'hui, parce que quand même, on peut dire, la motion de censure, c'est quand même, dans votre vocabulaire, je l'ai prononcé une seule fois dans notre discussion. Là. Mais vous dites ordonnance égale motion de censure. C'est inacceptable pour vous? Je voudrais vous dire que on assiste parfois à un concours de lenteur dans l'hémicycle.
Ouais. dont nous ne sommes pas les acteurs. Parfois des prises de parole de ministres qui nous paraissent à la fois documentées et intéressantes, mais longues, compte tenu du fait que nous avons 15 jours de retard à cause de la nomination du gouvernement. Ben, nous ne le voulons pas. Et je crois qu'il y a, parmi les parlementaires, beaucoup qui souhaitent aller au vote. Et donc nous, on est même prêts à retirer des amendements. On s'était fixé collectivement des règles. Pour aller au vote. Nous n'avons pas été nombreux à les respecter. Donc nous voulons aller au vote. Et nous n'espérons ni les ordonnances, Bien sûr. ni la loi spéciale. Vous savez, la loi spéciale, c'est extrêmement dur sur le plan économique, social. Et tous ceux qui font le pari de l'échec, en réalité, sont des pires. Boris Vallaud, merci beaucoup d'avoir été notre invité.